Alors, c'est vrai que ça a été un peu long, mais c'était absolument passionnant. Là, on va essayer d'aller un peu vite, mais je fais confiance à mes deux championnes. Donc là, on va se poser la question des limites par rapport à l'enfant, effectivement, de cette possibilité de donner la vie, qui est le cas de la naissance d'un enfant qui va être, dès la naissance, orphelin, c'est-à-dire après le décès de ses parents biologiques. Et je donne la parole à Jessica et encore une fois à Myriam. Allons-y, rapidement, dynamiquement. On raconte que dans l'Égypte antique, la désespérée et nouvellement veuve Isis, messagère des dieux, se décida à braver les interdits divins et à concevoir, à partir du corps décédé de son mari, un enfant. Ainsi, plus tard que dans ses poèmes, nous conte la création post-mortem du jeune Horus, fils de feu Osiris, prunelle de la grande Isis. Cette dernière venait-elle de réaliser la première PMA post-mortem ? Aujourd'hui, le problème, tout comme le tracé est différent, la science est substituée à la magie, le jugement moral au jugement divin. Avec l'arrivée de cette technique inédite qu'est la PMA, s'est ouvert une multitude de nouvelles possibilités de procréation, tant pour les personnes stériles, homosexuelles ou seules. Très vite, s'est alors posée la question de la PMA post-mortem, à savoir l'insémination des embryons déjà formés dans l'utérus de la femme après la mort du mari. Le sujet ne porte donc pas sur la conception en elle-même de l'embryon, mais bien sur la continuation du projet parental après le décès d'un des parents, dans la plupart des cas du père. Actuellement en France, la loi n'autorise pas la PMA post-mortem. Néanmoins, on a pu observer ces dernières années quelques cas particuliers échappés à la règle, et ce sont de ceux-ci que nous avons décidé de parler aujourd'hui. Dans le but d'éclairer notre propos plus largement et par souci de réalisme, nous nous pencherons également sur le cas très médiatisé du jeune Tian Tian, né récemment par le biais de la PMA post-mortem. Peut-on interdire à l'individu d'être parent ? C'est peut-être l'enjeu de la question de la PMA post-mortem, en tout cas en ce qui concerne les rares cas français. La France, handicapée d'une vision très naturaliste de la maternité, a en effet beaucoup de mal à différencier éthique et morale naturaliste, liberté et droit. En France, un cas notable a particulièrement remis en cause la loi actuelle prohibant la PMA post-mortem. À Rennes, courant 2016, une jeune femme de nationalité française demandait l'exportation du sperme de son mari décédé en vue d'une insémination hors de France. Elle avait perdu plus tôt dans l'année son mari, puis son enfant in utero, à quelques jours du terme. La justice l'a donc autorisée à poursuivre son projet dans un pays où la juridiction le permettait, car elle jugeait de circonstances exceptionnelles qui constituent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa décision et de celle de son défunt époux de devenir parent. Ce cas témoigne bien des failles de notre loi actuelle qui ne peut répondre correctement aux besoins de la population. Il nous pose la question suivante: pouvons-nous rester sur une interdiction aussi stricte ? L'opinion publique institutionnalisée par la loi française considère qu'une femme, engagée dans un processus de procréation médicalement assistée, ne peut mener à bien son projet parental si le conjoint vient à décéder. Ainsi, on juge le droit légitime de priver ces femmes endeuillées de leur liberté d'enfanter, de leur droit au projet parental. L'argument culpabilisant par excellence: peut-on créer des enfants orphelins ? Mais là n'est pas le problème, des enfants orphelins naissent tous les jours sans que cela ne dérange personne, orphelins par exemple de pères malades et décédés lors de la grossesse de leur femme. Devrait-on interdire à celles-ci de mener leur grossesse à terme ? Devrait-on établir une norme à partir de laquelle on autoriserait ou non les femmes à poursuivre leur grossesse en cas de maladie du père, de précarité, au nom de ce bien-être de l'enfant ? En clair, peut-on établir une norme de maternité ? Interdire aux femmes engagées dans une PMA de poursuivre cette dernière en cas du décès du conjoint constitue une violence à la fois physique et psychologique inouïe que l'on a du mal à se représenter. Néanmoins, il est connu que tout nouveau progrès technique ou médical peut entraîner des débordements et des excès qu'il faut prévenir et dénoncer. Récemment, le cas Tian Tian, à savoir la naissance d'un bébé chinois né 4 ans après la mort de ses parents, a fait la une mondiale. Ses parents, pleinement engagés dans un processus de procréation médicale assistée, décédèrent en 2013, 5 jours seulement avant la transplantation d'embryons in utero prévue. Se posa alors la question de la poursuite de cette démarche. Après un long affrontement juridique, les grands-parents de Shen et Liu
parvinrent à récupérer les fameux embryons congelés pour se rendre au Laos, la GPA étant interdite en Chine, et faire appel à une mère porteuse. 9 mois plus tard, Tian Tian était née. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les réactions à cet événement furent plus que positives et provoquèrent un formidable engouement de la part d'une population chinoise profondément marquée par la sévère politique antinataliste de l'enfant unique menée par le gouvernement chinois de 1979 à 2015. Cette politique a de manière inévitable transformé leur vision de l'enfant, le dotant d'une valeur que nous peinons à comprendre. L'enfant est idéalisé, perçu à la fois comme un luxe et un privilège, là où en France on le perçoit comme une évidence naturelle, mais aussi comme l'être sur qui reposent de lourdes responsabilités d'héritage familial, culturel, voire historique. La population, longtemps privée de son droit fondamental à procréer, en vient désormais à en abuser en défiant les lois morales pour assouvir ses envies égoïstes. C'est le cas des grands-parents de Tian Tian, qui se sont impunément permis de poursuivre un projet parental qui n'avait plus lieu d'être, qui s'était éteint en même temps que leur enfant. Le désir d'enfant ne peut exister que si ceux qui le formulent sont encore en vie. Le risque ici, c'est la propagation de cette pratique qui n'a plus rien d'éthique. On a beaucoup parlé dans la presse chinoise de miracle, un terme très connoté religieusement qui amène à réfléchir sur le sens réel qu'a la PMA post-mortelle pour beaucoup. On reste dans ce fantasme ancestral de triompher de la mort. Cette idée est beaucoup plus présente dans la société chinoise, imprégnée du confucianisme, qui vise surtout à satisfaire les besoins de l'homme vivant, qui encourage la vie pour la vie, contrairement aux sociétés occidentales influencées par des religions monothéistes où la mort et la vie après la mort sont plus mises en avant, où l'idée de vaincre la mort reviendrait à défier les lois de l'univers et de Dieu. En soi, c'est le côté médical qui, une fois encore, pose problème. Car les enfants nés orphelins de père ont toujours existé. La PMA post-mortem, si elle est déjà entamée, qu'elle s'inscrit dans un projet clair de parentalité, qu'elle est consentie par écrit par les deux parents avant même son commencement, et qu'elle s'accompagne d'un suivi psychologique adapté, ne pose aucun problème d'ordre éthique, mais tout juste sociétal. La PMA post-mortem ne peut poser de problème éthique que si les deux parents sont décédés, si le consentement des deux parties n'est pas certain, et si l'embryon n'était pas encore formé au moment de la mort d'un des parents. Après avoir évoqué ce cas de la PMA post-mortem, je voulais juste revenir sur le pourquoi de mon engagement dans la bioéthique. Issue moi-même d'une procréation médicalement assistée, mon choix a été rapide lorsque Madame Poletto-Forget nous a demandé si nous souhaitions participer à ces ateliers, surtout après avoir constaté que cette pratique était loin d'être acceptée par tous. Nous sommes jeunes et à 18 ans, le bac en poche, la question se pose: à quoi puis-je bien servir? Comme le disait Descartes, je pense donc je suis. Et dans le monde où nous vivons, et où les enjeux sont quasiment inédits, s'intéresser à la bioéthique est presque un devoir plus qu'un droit. La question se pose: à quoi puis-je donc bien servir? Réfléchir au monde que nous voulons construire, et c'est bien l'enjeu, le thème de la bioéthique, me paraît un bon début.